Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Simon Léos, votre chairman pour cette 5e édition Aquitaine. Et cette année, comme nous sommes tous confinés, vous le savez, nous allons tenter de vous faire voyager avec nous au cœur de la cyber, en partant des menaces et du chaos global de notre époque, jusqu'aux solutions, en tentant de comprendre les outils, l'état d'esprit des défenseurs et des pirates, pour vous faire parcourir en une après-midi de nombreux sujets à haute valeur ajoutée. Nous accueillons donc sans plus tarder les co-organisateurs de la conférence, Toufik Ahmed de l'NCR BetMeka et Laurent Oudot de la société Tetris. Bonjour à tous les deux, êtes-vous là? Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Je vous laisse. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça nous fait super plaisir de vous retrouver ou de vous découvrir. Alors évidemment, on aurait préféré le faire comme d'habitude dans le grand amphithéâtre de l'NCR BetMeka ici sur Pessac Talence. Mais avec les conditions sanitaires que l'on connaît, c'était peu possible d'organiser de cette manière. Vous allez voir, on a de super talks, de super intervenants. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Toufik qui va vous donner quelques éléments. Très bien, merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture des travaux de notre rendez-vous qui est devenu annuel, Aquitaine 2020, déjà la 5e édition. Tout d'abord, donc, permettez-moi de me présenter. Je suis Toufik Ahmed, professeur des universités à l'NCR BetMeka, une école du groupe de Bordeaux INP, une école d'ingénieurs qui est tournée vers le domaine du numérique au sens large. Je suis aussi le responsable de l'option RSR, cybersécurité des systèmes et des réseaux, qui est une option de spécialisation de niveau Bac+5 de la filière informatique. À noter que cette option existe depuis 1998, date à laquelle, Laurent, tu peux témoigner, tu es sorti diplômé de l'école d'ingénieur. Et donc, depuis 1998, nous formons des ingénieurs sur les thématiques de sécurité, d'administration des réseaux, d'administration des systèmes. L'option aussi, elle a reçu le label de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et ce, durant la promotion d'ingénieur 2016-2017, il me semble, ce label qui s'intitule donc le SEC-NUM-EDU, qui garantit qu'un référentiel complet de compétences contrôlées et mesurées est attendu à la fin du diplôme d'ingénieur. Donc très bien, donc aujourd'hui vous êtes vraiment nombreux à manifester votre intérêt pour notre conférence Aquitaine et les sujets qu'on vous a sélectionnés et nous vous en vraiment remercions. Nous sommes aussi ravis de vous accueillir même virtuellement et nous apprécions le temps que vous nous accordez à enrichir année après année, édition après édition, cet échange et cette belle communauté. Je souhaite donc remercier l'équipe Aquitaine, l'équipe de Tetris, les élèves RSR qui ont contribué aussi dans l'ombre pour la tenue de cette conférence et de cet événement assez spécial. Encore une fois, comme vous l'avez constaté, l'année qui s'écoule, bien que très particulière à cause du Covid, aura été fertile en matière de cybersécurité. Je retiens plusieurs aspects positifs, tels que vraiment la prise de conscience croissante sur les risques cyber, ainsi que la nécessité de s'approprier et de mettre en place le concept vraiment de la cyber-résilience, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est sans jeu de mots. À cet effet, donc, je peux l'annoncer, une chaire entreprise, une chaire industrielle sur le thème de cyber-résilience, ayant pour mission de fédérer les forces vives pour travailler sur ce concept de cyber-résilience des infrastructures numériques et contribuer à la formation, contribuer à la recherche, contribuer à l'innovation et au transfert de technologies. Cette chaire sera lancée très prochainement, au printemps 2021. Et tout partenaire industriel qui souhaite s'impliquer dans les travaux de cette chaire sera vraiment le bienvenu. Et je suis prêt à échanger avec vous, à vous présenter les sujets et nos missions. Parmi aussi les bonnes nouvelles de cette année, notre partenaire Tetris a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros. Bravo à Laurent, à Elena pour cette belle performance. Ainsi, notre partenaire Tetris entend renforcer ses équipes techniques, commerciales et marketing pour favoriser la souveraineté numérique en Europe, en France et en Europe. Donc, je leur souhaite le plus grand succès dans cette mission. Merci. Alors,
Merci, Laurent. L'autre bonne nouvelle, je vais faire une surprise ici. L'autre bonne nouvelle, on retrouve Elena Poincé, cofondatrice et directrice générale de Tetris, et aussi, vous le savez peut-être, c'est aussi elle, cofondatrice de l'événement Aquitaine, depuis 5 ans maintenant, qui nous réunit tous ici et qui a été sélectionnée parmi les 10 personnalités ayant marqué le numérique en 2020. Bravo à Elena. Et pour information, donc depuis maintenant 7 ans, je pense, le magazine Le Monde numérique met à l'honneur une personnalité du secteur du numérique qui s'est distinguée au cours de l'année en cours par son parcours et ses projets. Et vraiment, Elena Poincé y figure en bonne position. Et là, donc, je vous appelle à soutenir et à apporter votre soutien à Elena Poincé. Et si vous voulez le faire, vous pouvez voter pour elle. On va vous donner le lien sur le chat et vous pouvez même flasher ce QR code. Merci encore une fois d'être ici et merci de votre attention et très bon webinaire en compagnie de Simon. Merci à vous. Merci Toufik. J'ai le plaisir d'inviter à nous rejoindre Jean-Baptiste Collat qui nous fait l'immense plaisir d'ouvrir le bal pour une keynote sous le signe de l'innovation en plein chaos. Et ça tombe à pic compte tenu de l'année que nous venons tous de passer. Parlons donc du chaos au niveau mondial, du piratage partout en commençant par une interview d'un expert du sujet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous rejoindre aujourd'hui à l'invitation de Laurent. Merci Jean-Baptiste. Nous aussi, on est super. Oui, il y a énormément de monde. Tout le son, c'est parfait? J'espère que tout le monde m'entend bien. Ok, comme le disait effectivement Simon et aussi Toufik, c'est une année très particulière. Il y a une crise effectivement sanitaire mondiale particulière. On a une crise économique, mais qui avait été éventuellement annoncée. On sent des tensions diplomatiques à de multiples endroits du monde. Les peuples qui aussi sont fatigués, lassés par ces situations, donc des problèmes sociétaux, et on voit aussi dans certains horizons des problèmes militaires qui pourraient assez rapidement d'ailleurs finalement apparaître avec des nouvelles zones de tension. Et du coup, quand on regarde ton livre, Innover en plein chaos, en fait, il est sorti cette année, donc j'en déduis que tu l'as écrit probablement l'année dernière, ou je ne sais pas combien de temps il a fallu pour l'écrire, mais du coup, il est totalement précurseur par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. Donc, Jean-Baptiste, à vous, s'il te plaît, ici, pourquoi tu as écrit ce livre et comment tu as fait pour être précurseur dans tes propos? Merci Laurent. Oui, j'ai vraiment pas fait exprès. En plus, le bouquin est sorti en février, juste avant le confinement. Donc, ça a permis à plein de gens d'avoir le temps de le lire pour le coup. Mais derrière, j'ai vraiment pas fait exprès. Écoute, ce bouquin, c'est un peu un résumé d'un parcours d'innovateur, puisque moi, j'appartiens au ministère des Armées. Voilà, je suis rentré tout petit au ministère des Armées. Je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Et j'ai toujours voulu bidouiller un petit peu, regarder à droite à gauche ce qu'on pouvait améliorer. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de poser un petit peu ma réflexion et puis de regarder un petit peu, offrir une perspective de tout ce que j'avais pu à la fois rencontrer en termes d'expérience et puis le relier un petit peu à l'histoire militaire parce que on se rend compte finalement que dans toutes les batailles, dans toutes les expériences militaires qui ont été vécues à travers l'histoire, eh bien, l'innovation est présente absolument partout, parce qu'il ne faut pas oublier que l'innovation, c'est un duel entre deux volontés, voilà, et c'est permettre aux gens de conquérir finalement une vision, un rêve, une ressource, et c'est ce que pas mal de boîtes aujourd'hui font tous les jours. Et puis moi, voilà, j'avais envie de partager un petit peu ce mélange entre le contexte historique, la réalité du terrain, et puis les expériences qui peuvent être partagées sur ce thème de l'innovation et du chaos que malheureusement on a vécu pas mal ces derniers mois en effet. Ouais, mais du coup, je me pose la question et je ne dois pas être le seul, c'est comment on arrive. J'aimerais que avant de rentrer dans les détails vraiment du livre, que tu nous parles de l'homme, qui tu es, comment tu en es arrivé à cette situation. Tu dis que tu t'es engagé assez tôt, donc évidemment, je te connais un peu et je sais, en tout cas en sensibilité personnelle, je pense que tu fais partie de ces Français qui quelque part œuvrent un peu au quotidien pour une certaine idée de la France autour de la défense, de l'innovation, de missions extérieures, en mode conseiller et des fois
en prenant des risques aussi, au sens accepter potentiellement l'échec, en tentant d'être assez disruptif pour repousser sur d'autres frontières. Du coup, Jean-Baptiste, comment on peut, et il y a plein de jeunes en plus qui sont connectés, comment on peut créer un parcours personnel, professionnel comme ça, et arriver jusqu'à la mission actuelle que tu as en ce moment? Ce qui est assez incroyable et paradoxal, c'est vrai que j'appartiens à une institution qui a une image quand même assez rigide. On pourrait penser voilà, que c'est un monde qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Et moi, finalement, en pénétrant dans ce monde de la défense, dans ce monde des armées, dans ce monde de la sécurité, eh bien, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait plein de voies possibles, justement pour se révéler. Et puis, il y avait plein de leviers à partir du moment où on avait envie, on était motivé, il y avait plein de leviers finalement pour faire des choses qui permettent d'avancer sur le terrain de la sécurité, de la défense des Français, et puis d'améliorer le quotidien des soldats qui se battent pour défendre les valeurs de la France, de la République, et des valeurs de la démocratie. Et donc, moi, j'ai commencé, je suis rentré en tant que sous-officier dans l'armée de terre. Et puis j'ai gravi un petit peu les échelons. Aujourd'hui, je suis commandant d'infanterie et j'en suis très fier. Et ça, je le dois aussi à tous les chefs, tous les gens que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière. Et j'ai eu la chance d'avoir toujours des gens qui m'ont dit écoute, si tu crois en ce que tu fais, eh bien, donne-toi les moyens, voilà, va chercher des ressources, ne t'arrête pas à la première difficulté. Et puis, voilà, on a la chance d'avoir un ministère qui est extrêmement divers. Voilà, on a à la fois des forces, des ingénieurs, on a des techniciens de très bon niveau. Et puis, de toute façon, quand vous avez une volonté, eh bien, on se rend compte que les gens, ils vous suivent. Et c'est un peu l'image aussi du décideur face à l'adversité. On se rend compte que lorsqu'on croit vraiment à ses idées, lorsqu'on croit vraiment à un projet, eh bien, les gens vous suivent. Les gens adhèrent et c'est un peu la récompense du leadership. C'est quand vous vous investissez beaucoup dans un projet, quand vous vous investissez beaucoup dans une idée, eh bien, il y a une sorte de magnétisme. Vous attirez des gens de toute façon qui ont envie, comme vous, d'avancer et vous êtes un peu le brise-glace qui leur permet de réaliser au travers vous des objectifs, des rêves, des envies, quoi. Et donc, j'ai eu la chance tout au long de ma carrière, j'ai 15 ans de carrière au sein du ministère des Armées, de rencontrer des gens qui m'ont épaulé, qui m'ont soutenu, qui m'ont permis d'aller plus loin. Je dis pas que c'était facile, je dis pas que tout le monde était d'accord avec moi. Et d'ailleurs, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, on mesure son degré d'innovation au nombre d'ennemis que l'on se fait. Et je pense que je me suis fait beaucoup d'ennemis au cours de ma carrière, donc je pense que j'ai beaucoup innové. Excellent. Et justement, sur ce problème d'ennemis, en tout cas, où on va dire, puisque être un brise-glace, ça veut dire qu'en face de soi, il faut passer aussi par moments en force. Il y a pas mal de personnes en ce moment, parce que effectivement les situations sont compliquées, qui disent sur Terre, à quoi ça sert d'essayer d'aller sur Mars, à quoi ça sert de tenter de repartir sur la Lune, alors qu'on n'a pas géré tous les aspects du quotidien. Qui refusent un peu ce jeu de l'ambidextrie en termes d'innovation et de préparation du futur et de la gestion on va dire, du run quotidien, etc. Et du coup, j'imagine dans tout ce que tu as fait, alors il y a eu forcément des échecs et des succès. Et si tu pouvais nous donner des exemples de résultats concrets, parce que dans ceux qui disent l'innovation, il y a des gens qui disent innover, ça sert à rien. On est bien comme on est. Surtout ne touchons rien. Donc il y a une crainte, etc. Donc par exemple, si tu nous parles du 14 juillet, de Red Team ou des choses comme ça, est-ce que tu peux montrer des exemples concrets qui montrent que l'innovation, ça sert à quelque chose, ça peut ne servir à rien, mais en fait, ça vaut le coup de le faire, et pourquoi? Oui, alors vaste sujet. Merci de me lancer cette balle. En fait, il faut comprendre que dans l'innovation, il y a une part de rêve. Voilà. L'innovation, il y a toujours une part de rêve. Et on est là pour bousculer un petit peu, en effet, on est là pour bousculer des certitudes et remettre en cause des acquis qu'on pensait tout à fait établis, instaurés et qui ne bougeraient jamais. Alors bon, l'exemple de notre ami Francky Zapata, oui, en effet, je trouve qu'il est plutôt bon. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le défilé du 14 juillet 2019, eh bien, on a fait voler dans le ciel parisien un flyboard air. C'est quoi un flyboard air?
petite plateforme avec des mini-réacteurs qui sont collés dessous. Et puis, sur cette petite planche volante, eh bien, il y a un gars qui est incroyable, un Français, qui s'est dit, je vais me monter dessus et je vais voler comme Iron Man au-dessus de la foule au 14 juillet. Et alors, en soi, aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde, ce flyboard, pour les armées, il n'a pas forcément tout de suite un usage auquel on ait pu penser, et de même dans le monde civil. Mais par contre, ce flyboard, eh bien, il réveille chez les gens, finalement, une part de rêve, parce que tout le monde a vu voilà, un film avec un super-héros qui vole, qui a des capacités incroyables, et puis ça, ça fédère les énergies. Voilà. C'est-à-dire que quand un ingénieur il voit ce flyboard, quand il voit des images de cette incroyable performance, quand on voit Frankie Zapata qui traverse la Manche avec sa planche, eh bien, au-delà de l'outil technologique, eh bien, il y a justement la performance humaine et le rêve que ça apporte aux gens. Et ce rêve dans l'innovation, il est fondamental et il embarque des tas d'ingénieurs. Je peux vous dire que aujourd'hui, les armées, elles ont soutenu et elles soutiennent toujours Frankie Zapata. On a investi sur son invention. Eh bien, je pense que quand les ingénieurs qui ont travaillé à la fois chez Frankie, à la fois au ministère des Armées, quand les officiers, quand les soldats, quand les sous-officiers qui ont travaillé avec Frankie Zapata, ils ont vu ça au 14 juillet, ils étaient fiers. Et finalement, au-delà de l'effort technique que cela a coûté, eh bien, derrière, ils étaient motivés. Ils avaient envie d'aller plus loin parce que justement, on leur a apporté ce rêve, on leur a apporté cette reconnaissance. Et ce que tu disais au début, qui est très vrai, c'est pourquoi refaire une conquête de la Lune? Pourquoi vouloir aller sur Mars? C'est quand même dingue, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des technologies comme le GPS, comme tout ce qui est les systèmes de navigation automatique dans les voitures autonomes. Ça n'existerait pas aujourd'hui si on n'avait pas fait la NASA, si on n'avait pas envoyé des gens sur la Lune. Et donc, si finalement toute une frange de l'économie américaine, voire mondiale, s'était pas rangé derrière un projet qui est fou, incroyable, qui est en bas sur la Lune. Et en fait, ça a des retombées concrètes dans le quotidien de l'ensemble des gens de la planète. Et ça, c'est complètement fou. Mais il n'y a qu'avec des grands projets, avec des trucs complètement barrés, finalement, qu'on arrive à avoir et à avancer dans ce monde. Il faut un grain de folie pour avancer aujourd'hui dans ce monde. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et en termes de grain de folie, dans la presse, je voyais, je ne sais pas si tu peux en parler, que finalement, même la plume des écrivains peut devenir une arme d'anticipation. Et est-ce que tu peux parler de l'aspect rétime ou pas trop? Alors, on peut en parler. Alors, il y a une conférence de presse, je crois, qui a eu lieu ce matin sur le sujet au ministère des Armées. Oui. Et le 4 décembre, on mène le Digital Forum Innovation Défense et on va présenter en effet une initiative qui est lancée par l'Agence de l'innovation de défense qui s'appelle Red Team. Et donc, Red Team, c'est quoi? Red Team, c'est un concept qui date de la guerre froide, qui avait été développé par les Américains, où ils s'étaient dit, pour apprendre à se battre contre nos ennemis, qui étaient l'armée soviétique à l'époque, on va faire en sorte que des soldats chez nous vont inventer des méthodes d'action, vont inventer des batailles avec les mêmes modèles d'armement, les mêmes machines, les mêmes avions et la même mode de pensée que nos ennemis. Et donc, ils avaient appelé ça l'équipe des Rouges qui devait inventer un petit peu les menaces et les plans d'attaque de leurs ennemis. Et ça avait plutôt bien fonctionné parce qu'ils étaient arrivés justement à mettre un peu en défaut la Blue Team, donc l'armée américaine, face à leurs attaques. Et nous, la Red Team 2020, voire 2021 au ministère des Armées, c'est quoi? C'est, on va demander à des auteurs de science-fiction qui ne sont pas du tout militaires, par contre, on va habiliter jusqu'au niveau confidentiel défense pour leur donner un terrain de réflexion en matière de menaces futures et pour qu'ils nous inventent justement les menaces futures au travers de la science-fiction. Et ça va nous bousculer parce qu'on s'ouvre finalement à des perceptions du futur, de l'avenir, à horizon 2030, 2040, 2050, 2060, qui sont nouvelles. Et voilà, nous, militaires, on a accès à ce domaine de la science-fiction, mais on n'est pas des créatifs purs. Et donc, accéder à cette richesse que sont les auteurs de science-fiction,
eh bien, on va essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent inventer des menaces qui vont réellement, demain, nous contraindre. Encore une fois, le but, c'est de trouver la parade et puis d'avoir une capacité de riposte qui soit la plus adaptée possible aux menaces de demain, que ce soit des menaces avec un virus, que ce soit des menaces avec de nouvelles armes, et encore une fois, pour défendre les valeurs de la République, défendre les valeurs de la France, et qu'on ait une armée qui soit en adéquation avec son époque. Ouais, c'est superbe. Et quand tu parles de Red Team, je ne sais pas si c'est des éléments que tu connais, mais dans le milieu du hacking, du piratage informatique, etc., on a cette notion de Red Team, mais qui est un petit peu différente. Souvent, maintenant, les gens qui disent « mon métier, je veux que ce soit de la Red Team », c'est des gens qui vont faire des opérations de simulation d'intrusion, des fois un peu à balles réelles, j'ai envie de te dire, au sens cyber, et qui vont pénétrer des systèmes informatiques de grandes sociétés, de pays, à leur demande, des fois de manière un peu cachée, pas forcément annoncée. Et du coup, je me tourne petit à petit vers l'aspect cyber. Cet aspect cyber, vu que tu travailles en plus dans une partie très innovante de l'armée, en amont, pour préparer le futur et avoir des réflexions sur des choses qui pourraient exister, etc. Donc, l'espace cyber, comment tu le vois là-dessus? Parce qu'on a en ce moment énormément de cybercriminalité, beaucoup d'espionnage cyber aussi, avec du coup une grosse génération d'entropie. On ne peut pas savoir, le lendemain, on peut se réveiller et apprendre que la bourse de tel pays, à la limite, serait piratée, etc. Tout est possible, que l'électricité soit coupée, etc. Donc, quand tu vois tout ça, ton point de vue sur le chaos, puisque c'était aussi un des éléments de ton livre, je sais que tu parles de temps en temps de côté sécurité informatique, il y a un chapitre où tu rappelles les éléments, par exemple le fait d'avoir des protocoles ouverts ou fermés en cryptographie, etc. Mais ton point de vue sur le milieu de la recherche, le milieu industriel, le milieu militaire et cette dualité dont tu as parlé juste avant, entre civil, militaire et cet espace cyber, c'est quoi l'évolution que tu vois là-dessus? Alors, je pense que je vais faire des bons à beaucoup de gens, mais pour moi, le cadre actuel cyber dans lequel on évolue, c'est une opportunité incroyable. C'est un bordel fou. Alors, la menace est ultra présente. Voilà, les attaques peuvent venir de tous les côtés, mais en même temps, justement, ce chaos cyber, eh bien, il ouvre la porte à de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que s'il se passait rien, eh bien, on aurait quelque chose de très morose et nos meilleurs ingénieurs là, qui se cassent la tête tous les jours pour trouver de nouvelles solutions et ces nouvelles parades, ils s'embêteraient. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on a une fenêtre d'opportunité folle. On a en France des talents incroyables, des boîtes incroyables, et donc on a notre épingle à tirer de ce jeu qui n'a pas de frontières. La cyber n'a pas de frontières. Et donc, je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de montrer justement qu'on a des capacités que n'ont pas d'autres pays, que n'ont pas d'autres boîtes. Et donc, on est capable de montrer que la France aujourd'hui, elle a son rôle à jouer en matière de cyber, en matière de souveraineté notamment, de technologie. Et donc, ce chaos qui chaque jour évolue un peu plus dans le domaine cyber, eh bien, je pense qu'il faut y voir une opportunité, une réelle opportunité de tester des nouvelles capacités de contrôle, de contrôle d'accès, de contrôle de l'ensemble des systèmes, de résilience de nos systèmes, et puis de mettre en œuvre eh bien, des stratégies qui sont audacieuses, des stratégies qui sont vraiment audacieuses, auxquelles on n'aurait pas pensé avoir recours parce que dans un cadre classique, eh bien, on pensait que c'était peut-être un peu trop risqué, un petit peu trop pas assez près. C'est pas grave, allons-y, utilisons ces opportunités pour tester des nouveautés et montrer qu'on est vraiment capable, dans ce monde chaotique, d'apporter des réponses. Ouais, c'est très clair. Juste à un moment, tu dis stratégie, voire même doctrine, c'est-à-dire utiliser ce chaos et l'effet imprévisible. Tu as un chapitre qui parle je crois qu'il y avait des exemples avec des combats de tanks Sherman pendant la Deuxième Guerre mondiale et le fait que certains généraux utilisaient le côté imprévisible, qui me plaît en particulier personnellement, puisque en tant que directeur technique de Tetris, et où la baseline c'est Face the Unpredictable, ça me touchait de voir ce côté-là. Mais donc,
chaos comme doctrine ou chaos comme stratégie? Enfin, réellement, concrètement, tu peux donner un exemple où quelqu'un a tiré parti de ça et du coup, peut-être que ça donne des lignes et après, je vais descendre dans les détails du livre avec toi. Bien sûr. Alors moi, je peux parler par exemple du général Yukov, qui est un grand maréchal soviétique qui a gagné ses étoiles de maréchal pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était un petit peu quelqu'un de très imprévisible. Hein. Alors, même Staline en avait très peur. Il savait qu'il était efficace, son maréchal, mais si on avait dit choisis les personnes que tu veux emporter avec toi pour la guerre, il n'aurait pas du tout pris Zhukov. Mais il était obligé parce que Yukov, il avait de vraies capacités au combat, à la fois stratégique, opérationnel et tactique. Et Yukov, justement, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'affranchissait un petit peu des problématiques du chaos parce qu'il avait développé, c'était un grand logisticien. Et donc, il avait comme approche que de toute façon, face à lui, il avait de l'imprévu en permanence. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Et donc, il avait dit, moi, je vais mettre en œuvre toute une stratégie logistique pour pouvoir répondre au cas par cas à l'imprévu. Et donc, il avait notamment travaillé avec les ingénieurs soviétiques sur toute la partie fabrication des chars, où justement, eh bien, il avait standardisé un certain nombre de pièces pour que un char, même qui était détruit, eh bien, il pouvait interchanger la tourelle, interchanger les roulements, interchanger des bouts. Donc, il pouvait refabriquer sans avoir besoin de commander des nouveaux chars ou de les renvoyer à l'usine. Il pouvait interchanger des bouts de chars assez facilement et répondre, par exemple, au fait qu'il soit fait prendre par surprise sur un territoire donné. Et il avait une notion aussi qui s'appelait les réserves. Et donc, il prévoyait des réserves stratégiquement sur le terrain en disant, là, il y a des bulles d'imprévisibilité. Et donc, forcément, il y a des opportunités. Et donc, je vais mettre quelques réserves, quelques troupes assez bien entraînées qui, au cas par cas, pourront aller tirer parti de l'opportunité parce que là, il y a un trou, parce que là, les Allemands n'avaient pas prévu que j'allais détruire ce pont, parce que là, les Allemands, finalement, la population s'est révoltée, donc j'en tire parti. Et donc, en permanence, en fait, il avait cette gestion de flux logistique qui était fondamentale dans sa manière de penser. Et si on transpose ça un petit peu au domaine de l'industrie, eh bien, c'est pouvoir, dans une chaîne de production ou dans une chaîne de développement, avoir justement des capacités à dire, là, sur ce point-là auquel on ne s'attendait pas, eh bien, on est capable d'allouer rapidement de la ressource pour tirer parti de l'opportunité. Donc, c'est à la fois un jeu de vitesse, voire aller rapidement sur l'opportunité, et c'est un jeu stratégique en termes de logistique, être capable de faire en sorte qu'il y ait une convergence de ressources qui aillent sur l'opportunité qu'on a identifiée. Très clair. Et alors, au niveau logistique, organiser quelque chose comme ça, au niveau opérationnel, c'est compliqué. Il y a pas mal de modèles mathématiques là-dessus. Et puisque je suis obligé de parler du fait que dans ton livre, tu as carrément la préface de Cédric Villani, donc médaillé Fields, mathématicien, député de l'Essonne. Et tu as aussi une postface d'Emmanuel Chiva. Moi, c'est grâce à lui que j'avais rencontré à GovTech l'année dernière, et c'est grâce à lui que j'ai découvert le livre, même si, en tout cas, qui en a reparlé en rappelant l'importance de ton livre. Dans la préface de Cédric Villani, il dit, et c'est pas petit, hein, merci à Jean-Baptiste Collat de sauter à pieds joints dans ce chaos si déroutant et mystérieux. Il nous entraîne et nous le suivons bien volontiers, en éclaireur d'innovation, en explorateur de rêves et alchimiste de leurs révélations, pour le plus grand bonheur du chercheur que je suis. Acteur passionné des transformations de notre temps, officier innovateur des plus brillants, engagé pour la défense de son pays, il puise avec assurance dans des exemples porteurs de sens, par la dureté des épreuves rencontrées et la sincérité des forces humaines confrontées à la violence et à la survie. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'exemples militaires. Donc, je prends juste cet exemple-là, mais du coup, ce que je voudrais savoir, c'est, bon, ton livre est une tuerie, même si en réalité, tu en as pas fait, tu fais partie de ces Français qui font pas de la pub, etc. Mais c'est, même qu'on soit dans l'industrie ou dans l'aspect militaire, il est très, très en amont de plein de choses. Pourquoi tu as voulu faire ce partage de ta vision du monde, de ce qui pouvait être fait, des constructions possibles, etc. C'est quoi le moteur et cette envie de partager?
Déjà, Laurent, tu me fais rougir, hein, comme ça. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir Cédric Villani, en effet, grand mathématicien, ce qui ne fait pas de moi un bon mathématicien, je te rassure. Et en tout cas, ce bouquin, pour moi, c'était une façon de poser une réflexion, de poser à un moment donné de ma carrière une envie de dire, mais il y a des choses qui fonctionnent vachement bien en innovation. On a une capacité incroyable, on a des forces incroyables, notamment en France, pour innover. Et on se rend compte que depuis la nuit des temps, en fait, on a des principes qui existent, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont des principes forts, qui sont des principes issus du monde militaire, certes, mais qui sont accessibles à n'importe quel acteur, et que ces principes-là, eh bien, il fallait les valoriser. Et donc, ce bouquin, pour moi, c'était cette envie de dire, mais prenons ces principes-là, ces principes de confiance, de vision, d'opportunité, de conquête, qui sont aussi des principes de leadership. Et puis, aujourd'hui, il faut les magnifier, il faut les valoriser pour aller justement attaquer de nouvelles capacités, de nouvelles manières de faire, de voir. Parce qu'un pays, voilà, une société qui n'innove pas, c'est une société qui meurt. Voilà. Et mon bouquin commence par une citation de Darwin, voilà, qui explique en substance que l'espèce qui arrive à résister au temps, c'est pas l'espèce qui est la plus intelligente, c'est l'espèce qui arrive à s'adapter à son écosystème, à son milieu, le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être forcément les plus intelligents, non, il s'agit d'être les plus malins, de savoir nous adapter et de savoir tirer parti de l'ensemble des opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui. Et ce bouquin, c'est un peu ça, c'est un peu cette profession de foi-là. Ouais, attends, c'est la magie du live. J'ai une réflexion du public, donc j'ai une question du public. Bon, il s'appelle Ludovic. Il serait l'homme qui a inspiré l'émoticône du ninja. Donc il revient sur le fameux chapitre 7, qui vaut son pesant d'or, où tu parles des joint operations et des organisations, des théories, des cercles, les cercles d'engagement, et toute la partie ninjitsu. Dans le milieu du hacking, les ninjas, c'est quelque chose d'extrêmement important. On en parle souvent de ninja, de Jedi, etc. Il y en a pas mal d'ailleurs à Tetris. Et du coup, tu vois quoi comme organisation par rapport à tous ces aspects cercles, et peut-être quelque chose par rapport aux régions. Ici, c'est une conférence régionale, donc décentralisée, la région Nouvelle-Aquitaine, les pays, l'Europe, et cet aspect de jeu là-dessus, justement sur les cercles. C'est quoi Est-ce que tu peux en parler, parce que tout le monde n'a pas encore lu le livre, en fait. Oui. En fait, l'identité même du ninja, c'est cette capacité justement à aller s'adapter à son milieu, à se fondre dans le milieu et à utiliser des modes d'action auxquels l'ennemi ne s'attend pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il incarnait vraiment cette capacité d'innovation, c'est-à-dire que si on veut être un bon innovateur, il faut déjà être au contact du terrain, voilà, au contact, que ce soit un terrain militaire ou un terrain civil, le client. Voilà, il faut aller au contact du besoin final. Et puis, il faut savoir s'adapter en fonction des différentes difficultés qui vont s'ouvrir à nous, et s'adapter également dans la manière dont on rentre dans un problème. Le ninja, lui, si la porte elle est fermée, il va passer par la cheminée, il va passer par la fenêtre, il va passer partout. Donc, il y a aussi ce côté de le ninja, il va prendre en compte l'ensemble des possibilités qui lui sont offertes, et puis il va les essayer. Il ne va pas s'arrêter au premier problème qu'il rencontre. Et donc, ça rentre dans la philosophie, justement, japonaise sur ce domaine-là, qui est que le ninja, il évolue dans un cercle de connaissances, et il va mettre à profit ses connaissances pour enrichir son expérience, et de là acquérir une certaine stabilité dans l'innovation. Et donc, c'est pour ça que ce chapitre, je voulais vraiment l'illustrer avec ce moine ninja, parce que c'était quelque chose qui représentait fortement, et de la manière, je trouve, d'une belle manière, un peu poétique aussi, cette capacité à s'adapter à son milieu et à vaincre malgré les épreuves qu'on rencontre tous les jours sur le terrain. Ouais, alors le temps tourne évidemment. En fait, on pourrait faire toute une conférence. Tu seras sûrement amené, peut-être, en tout cas, j'espère, à être invité ailleurs sur des. On a une après-midi extrêmement dense avec beaucoup de choses liées au hacking, etc. En
En ce moment, avec la situation actuelle, ça serait quoi tes conseils pour la jeunesse, les forces vives de la France et de l'Europe, ceux qui essayent d'innover, ceux qui ne sont pas tournés vers la problématique, mais qui essayent d'être porteurs de solutions, c'est en mode un peu mot de la fin, et toi-même, je ne sais pas si tu as tes prochaines innovations personnelles ou tes prochaines pistes de réflexion en guise d'ouverture avant de passer aux autres talks. Alors, les prochaines pistes d'innovation, tu sais bien, chez moi, c'est toujours secret défense, hein, je peux pas Ouais. en dire. Mais par contre, si j'ai un conseil à donner, oui, c'est encore une fois, les gens vont faire des bons, mais il faut garder confiance. C'est la confiance aujourd'hui qui fait qu'on avance. Et surtout que les gens aient confiance en eux-mêmes. C'est déjà une grande chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens qui ont des idées, mais le plus grand frein à ces idées-là, c'est leurs créateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens ont des idées, mais ils n'osent pas les mettre en œuvre, ils n'osent pas se donner la peine de les proposer, de les travailler. Et donc, il faut que les gens aient confiance en eux. On est dans un monde en effet, qui ne donne pas envie d'avoir confiance, mais j'ai envie de dire, mais si, en fait, gardons confiance et fabriquons cette confiance pour aller plus loin, pour croire en ce qu'on fait. Et il faut que les gens croient en leurs idées, les développent, et surtout qu'elles ne s'arrêtent pas à l'ambiance morose, malheureusement, dans laquelle on est plongé depuis quelques mois. Gardons confiance, relevons la tête et tirons parti des opportunités et du chaos qui nous entoure. Génial, ça sera le mot de la fin. Pour ceux qui sont intéressés, nuvis.fr si vous cherchez le livre de Jean-Baptiste. Peut-être, est-ce que les gens peuvent te contacter sur, par exemple, LinkedIn ou quelque chose comme ça bien, sur LinkedIn, Jean-Baptiste Collat, n'hésite pas, avec grand plaisir. Parfois, je ne réponds pas tout le temps, mais je vais essayer un maximum de répondre. Et puis, moi, je voulais te remercier, Laurent, remercier l'ensemble des équipes de Tetris qui m'ont invité à partager ce moment ensemble et puis à l'ensemble de la communauté qui est réunie aujourd'hui sur un sujet d'importance. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.